Bonsoir, nous sommes le mardi 9 février. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal comme chaque jour autour sur votre actualité locale, entouré de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce mardi 9 février. Qui représentera la région au concours national du meilleur apprenti boucher. Lundi, 6 jeunes apprentis franciliens se sont affrontés à Versailles. Nous avons suivi les concurrents à travers les différentes épreuves. Les violences faites aux femmes, un sujet en ce moment au cœur de l'actualité avec le procès de Jacqueline Sauvage. L'association des étudiants en droit de Saint-Quentin-en-Yvelines, Juris Tribune, a choisi de reconstituer le procès d'une autre affaire similaire, presque celle de Alexandra Lange, cette femme acquittée en 2012 du meurtre de son mari. Et comment réaliser un long métrage sans argent? C'est la question que s'est posée Yanis Guillard, un jeune réalisateur de 20 ans. Cet ancien étudiant de l'école 3IS a réalisé un film avec ses propres moyens. Aujourd'hui, il souhaite le diffuser auprès du grand public. Il sera en plateau avec Nathan Gaumont, un de ses acteurs, pour nous en parler. Et cet après-midi, élus et riverains de Magny-les-Hameaux se sont rassemblés devant la PMI, protection maternelle et infantile de la commune, pour protester contre sa fermeture décidée par le conseil départemental. C'est le maire parti socialiste Bertrand Houillon qui a organisé ce rassemblement. L'ancien maire de la commune, Jacques Lolioz, avait lui aussi fait le déplacement. Vous le voyez à l'image, ils étaient nombreux à se mobiliser contre cette fermeture qui pourrait avoir lieu dès demain. Bertrand Houillon, je le rappelle, sera l'invité du 7-8 politique pour revenir sur ce sujet. Il évoquera également les rapports entre l'opposition et la majorité de Saint-Quentin-en-Yvelines et les tensions qui perdurent. Émission à retrouver à partir de 21h15 mercredi. Et l'artisanat mis à l'honneur hier au CFA de Versailles a eu lieu la présélection régionale du meilleur apprenti boucher de France, un titre convoité et remporté par un jeune parisien. Objectif de ce concours, promouvoir le métier de boucher et motiver les apprentis car le secteur de la boucherie ne connaît pas la crise. Retour sur ce concours avec Fanny Bourdillon. Devenir le meilleur apprenti boucher de France, c'était tout l'enjeu pour ces 6 étudiants lors de la finale régionale. Arrivé 4e ex aequo, James, en alternance au hall de Versailles, a manqué d'un peu de temps. Le temps c'était short, stressant. Après voilà, au bout d'un an et demi, on n'est pas forcément des bêtes de concours, quoi. Et donc voilà, on aurait aimé se donner un peu plus, quoi. Agneau, veau, bœuf et volaille, les apprentis ont eu une matinée pour préparer 4 pièces de viande sous l'œil attentif du jury. Dans leur notation, c'est le désossage, l'étape au plus fort coefficient. Désosser, c'est d'enlever les os sans 1 gramme de viande, si vous voulez. Il faut laisser le périos attaché aux muscles. Voilà. Et après, il faut regarder, ils ont le désossage, le parage. Le parage, c'est d'enlever les impuretés, les veines de gras, les nerfs qui sont non consommables pour la clientèle. Après ces étapes vient le ficelage, puis la décoration qui est très importante pour la commercialisation de la viande. Maillon entre le producteur et le cuisinier, le métier de boucher connaît ces dernières années un regain d'intérêt. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un métier sale, ni gore. Donc c'est un métier vraiment où il y a l'art de transformer la viande. Travailler une belle viande reste toujours un vrai plaisir parce qu'il y a une dimension artistique. C'est ce qu'on ne met pas souvent en évidence, mais c'est vraiment très important de savoir vraiment transformer la viande, la mettre en valeur, conseiller la clientèle et voilà, pouvoir rapporter sa vraie valeur ajoutée. Premier prix régional, Garance-la-Vigne. Garance, candidat parisien, remporte la première place. Il accède ainsi à la finale nationale les 10 et 11 avril prochains à Strasbourg. Urbanisme à présent, l'immeuble international de Saint-Quentin-en-Yvelines, construit en 1976, est devenu obsolète, aujourd'hui vidé à 80%. L'agglomération a décidé d'offrir à cet immeuble une profonde restructuration. Le chantier devrait démarrer à l'été 2017 avec la construction de nouveaux bureaux, mais également de nouveaux logements. Les détails avec Sephora Namani et Patrick Jacques de Dixmude. Édifié en 1976 à côté de la gare, l'immeuble international est le premier immeuble de bureaux construit à Saint-Quentin-en-Yvelines. Aujourd'hui obsolète et vide à 80%, Saint-Quentin-en-Yvelines, propriétaire du terrain, s'associe à un promoteur pour permettre le financement du nouveau chantier du quartier du centre. Nous, en tant que collectivité, en tant qu'aménageur, on a mis un cahier des charges dessus qui indique très clairement à l'opérateur ce qu'il doit faire en termes de qualité architecturale, mais aussi en termes de programmation.
Le projet de restructuration prévoit la réalisation d'une zone d'activité de 19 300 mètres carrés de bureaux, des espaces de coworking, 490 places de stationnement, un restaurant et une crèche d'entreprise. Également, la création de 132 logements, dont 89 en accession à la propriété et 43 logements sociaux. Cette mixité, elle a deux intérêts. Je vous l'ai dit, un premier intérêt financier évident. Et le deuxième, c'est aussi, on est proche de la gare, donc il y a toute utilité à mettre des logements ici parce que les gens ont besoin de cette proximité avec des transports en commun. Montant global de l'opération 90 millions d'euros. Le dépôt du permis de construire est prévu pour la fin mars, la commercialisation des bureaux pour le deuxième trimestre de l'année, début des travaux prévus en 2017 pour une livraison de la nouvelle structure en 2019. Et cap à présent sur Voisin-le-Bretonneux, les travaux de réaménagement de la place des Douves située à proximité de la mairie ont démarré. Du béton va être déposé sur l'ensemble de la place pour remplacer le gravier stabilisé. Les douves vont être également nettoyées et les luminaires passeront au LED. Des espaces verts seront également installés. La maire de la commune, Alexandra Rosetti, était au micro de Michael Elmidoro. Elle nous en dit plus. On a choisi de refaire cette place pour la rendre beaucoup plus agréable. Il n'y aura plus cet aspect gravillonnaire qui faisait que pour finir, les chiens venaient faire leurs besoins et qui rendait cette place peu accueillante. Voilà, le mobilier urbain va être changé et on a voulu garder quand même l'esprit village de Voisin à cet endroit. Il y aura également quelques places de stationnement supplémentaires qui vont être créées. Voilà, donc c'est un projet d'ensemble, je dirais, pour le petit lieu un peu commerçant qu'il y a là. Et les établissements secondaires post-baccalauréat continuent d'ouvrir leurs portes pour informer et faire découvrir leur formation aux futurs bacheliers. Ce week-end, c'était au tour de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles qui fête d'ailleurs ses 10 ans d'ouvrir ses portes en France. Elle est l'une des 20 écoles publiques qui dispensent un enseignement supérieur de l'architecture et délivre en 5 ans le diplôme d'état d'architecte. L'établissement accueille 140 étudiants chaque année sur concours. Les précisions au micro de Camille Lambert. C'est effectivement assez sélectif, mais c'est aussi une façon de préserver au sein de l'école une qualité pour la pédagogie, un terrain d'apprentissage remarquable, de façon à ce que chaque étudiant soit bien encadré et dispose d'espace au sein de l'école. On a évidemment un observatoire des débouchés. Cet observatoire des débouchés montre que lors de la première année, après le diplôme, 90% des étudiants sont en général salariés, ou en tout cas sont en activité. 200 000 femmes par an seraient victimes de violences conjugales, mais seulement 10% déposeraient plainte. 134 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint violent, juste sur l'année 2014 en France. Des chiffres et au-delà des situations dramatiques qui sont revenus sur le devant de l'actualité ces dernières semaines. Nous en parlons à présent ce soir avec Wilfried Richy. Bonsoir. Bonsoir Florane, tout simplement nous parlons de ce sujet car le président de la République a décidé d'accorder une remise gracieuse de sa peine d'emprisonnement à Jacqueline Sauvage, pourtant condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent. C'est donc un véritable problème de société qui a été soulevé avec les limites de la justice puisqu'il a fallu qu'un président intervienne. Nous en avons d'ailleurs parlé sur ce plateau la semaine dernière dans le journal, vendredi dernier, avec Chantal Paoli-Texier. C'est la présidente de l'association Agissez contre la violence et le harcèlement moral, une association basée sur Morpa. Écoutez cet extrait. Ce procès, c'est aussi le désaveu, c'est la mise en abîme du fait que la justice ne comprenne pas la notion d'emprise. Et que 47 ans d'emprise, ça marque une femme, ça marque toute une famille. Ses filles ont été victimes aussi, je l'ai pas reprécisé. Ses filles, son fils, et le fils s'est d'ailleurs suicidé juste avant que sa mère n'assassine son père. Donc il y a des corrélations qui auraient dû être faites, qui n'ont peut-être pas été faites. Je pense qu'au-delà de ce qui s'est passé pour Jacqueline Sauvage, c'est effectivement toute la question de la notion d'emprise et de sa méconnaissance par la justice que ce procès interpelle. Les réactions politiques concernant l'affaire Jacqueline Sauvage ont également été nombreuses. Seulement, on comprend, pour bien faire évoluer les choses, il faut revenir à la base. Et la base, bien sûr, elle se trouve dans les universités, les écoles de droit, le droit qui doit évoluer. Pour la France, cela signifie peut-être de s'inspirer de ce qui existe à l'étranger. Le Canada, par exemple, ce pays reconnaît la présomption de légitime défense pour les femmes victimes de violences et l'emprise qu'elles subissent. En attendant, les jeunes générations ont saisi l'importance de ce sujet. En témoigne le projet de l'association Juristribune. Chaque année, cette association
L'association, portée par des étudiants de 50 ans en Yvelines, reconstitue un grand procès de l'histoire, l'affaire Dominici en 2013, l'affaire Ranucci ensuite, cet homme, on se souvient, condamné à la peine de mort par guillotine en 1976 pour le meurtre d'une fillette. Ces reconstitutions permettent donc de soulever des questions de société, d'évolution de la société. Et le 4 mars, l'association va se pencher sur le dossier d'Alexandra Lange. Alexandra Lange, cette femme acquittée en 2012 du meurtre de son mari. Exactement, à l'inverse de Jacqueline Sauvage, Alexandra Lange a été acquittée. Pour la reconstitution, ce sont les étudiants qui vont jouer le rôle des accusés, des juges, des avocats, des professionnels vont les aider, avocats, enseignants. Tout cela se fait dans une grande précision. Écoutez l'étudiante en charge du projet cette année. C'est très très long, il y a du travail préparatoire parce qu'il faut chercher énormément de documents, il faut chercher des sources fiables parce que on a beau dire Internet c'est pas très très fiable, alors on a des articles mais des prises à partie. On a la chance sur ce procès d'avoir des télés qui ont pu filmer tout le procès dont on a pu avoir les images. On a eu la chance d'avoir certains acteurs réels du procès qui ont pu nous apporter une aide et des précisions que nous n'avions pas. On a aussi la chance d'avoir eu le livre Acquitté qui est paru à l'édition Michel Lafon, qui a été écrite par Alexandra Lange et ses avocates. Pour vous donner plus de détails sur ce dossier, pendant 12 ans, le mari d'Alexandra Lange la battait, l'insultait, l'humiliait. Le soir du 18 juin 2009, son mari venait de battre leur fille de 10 ans. Juste avant de tenter de l'étrangler, elle se défend et lui plante un coup de couteau. Nous sommes dans le cadre d'une affaire donc, où, en termes de code pénal, s'appliquerait parfaitement l'article 221.1 donc, sur les homicides volontaires. La culpabilité est avérée. Malgré tout, le procureur prend une position absolument inédite en ne faisant pas une application du droit tel qu'il aurait dû la faire. C'est ça qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on sort dans ce procès d'un cadre uniquement légal, on sort d'un cadre procédural classique et d'une application classique du code pénal. Et pour un juriste, c'est forcément très intéressant parce qu'on est au bord de ce qu'on peut faire. Alors on parle de reconstitution, mais ce n'est pas pour autant uniquement un jeu de rôle. Donc, car les étudiants vont devoir juger, et là, libre à eux de réécrire l'histoire, coupable ou acquitté. Forcément, le contexte, les affaires de ces derniers mois vont jouer dans la décision. Sur le plan historique, en tout cas, on remarquera qu'en 2012, Alexandra Lange avait été acquittée, alors qu'en 2016, il a fallu l'intervention du président pour l'affaire Jacqueline Sauvage, la justice qui a donc du mal à évoluer sur cette problématique, à avancer. Reconstitution le 11 mars et non le 4, il y a eu un report. Ce sera le 11 mars au tribunal de grande instance de Versailles. C'est ouvert au public qui devrait donc être nombreux. Et puis, juste une dernière chose pour montrer combien le sujet des violences conjugales, des violences faites aux femmes intéresse en tout cas les futurs avocats et pas uniquement. Depuis mars 2015, l'université Paris 8, en partenariat avec le département de Seine-Saint-Denis, propose un diplôme de politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Merci Wilfried. Sans transition, maintenant un mot de culture. La disparition d'Assia Djebar, l'une des auteurs les plus influentes du Maghreb, a laissé le fauteuil numéro 5 de l'Académie française vacant. Deux candidats pour cette chaire, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, et Arnaud Aaron Upinski, linguiste d'origine versaillaise. Sephora Namani et Fanny Bourdillon l'ont rencontré pour nous regarder. Mathématicien, ingénieur, épistémologue et linguiste, Arnaud Upinski dénonce une rupture entre le protecteur de l'Académie française, le président de la République, et l'institution fondée en 1634 en charge de normaliser et perfectionner la langue française. Une rupture particulièrement préjudiciable, selon lui, en période de crise d'identité sociale. Le 5 décembre 2013, l'Académie a fait un appel au président de la République en tant que protecteur héritier de Louis XIV pour lui demander de faire de 2014 l'année de reconquête de la langue. Pas de réponse. Le 21 janvier 2015, l'année dernière, à la suite des attentats, tout à coup on s'aperçoit que la langue française est l'arme numéro 1 antiterroriste parce qu'elle va permettre à une certaine jeunesse de comprendre les valeurs de la République. Mais au lieu que ce soit suivi des faits, eh bien, réforme des collèges. Le 11 juin, elle a fait un communiqué disant que c'était encore un mauvais coup porté à la langue. Arnaud Upinski, pour défendre la langue française et réveiller les consciences, d'après lui, se propose comme candidat au fauteuil numéro 5 de l'Académie française, laissé vacant par Assia Djebar. Son talent de Richelieu, dit-il, est un talent de mise en ordre de bataille. J'ai travaillé sur toutes les phases de l'information. Chiffres, lettres, art, sémantique et donc sur la grammaire. Je suis linguiste, il n'y a pas beaucoup de linguistes, si je peux dire, à l'Académie, et surtout sur ma combativité. C'est-à-dire que je fais du positionnement stratégique, je travaille constamment sur la construction du message et sur la guerre sémantique, on peut le dire, sur le trucage du langage, et c'est ce dont l'Académie a besoin actuellement.
C'est la première fois qu'un prétendant à l'Académie publie sa lettre de candidature. Une mesure nécessaire selon Arnaud Upinski, qui explique qu'il est important que Français et Académie puissent comprendre les motivations et programmes de chaque candidat. L'élection au fauteuil numéro 5 est fixée au jeudi 3 mars. Et nous parlons cinéma à présent. Comment faire un long métrage sans moyens? Une question à laquelle ont tenté de répondre nos invités ce soir en plateau. Avec moi, Yanis Guillard, bonsoir. Bonsoir. Et Nathan Gaumont, bonsoir à vous deux. Alors, Bonsoir. votre premier long métrage Pink Automatique va être diffusé à l'école 3IS jeudi 11 février à 18h. Donc, Yanis Guillard, vous êtes le réalisateur, vous avez 20 ans, vous êtes yvelinois. Nathan Gaumont, vous êtes acteur, vous avez également réalisé une partie de la bande originale. Vous avez 22 ans, vous êtes également yvelinois. On va parler justement de ce projet de long métrage dans quelques instants, juste après regarder cette bande-annonce. Alors voilà, c'était un court extrait. Le film donc dure 1h15. Est-ce que Yanis, vous pouvez nous faire un petit pitch du film? Oui, bien sûr. Alors voilà, le film, en fait, on se base sur l'histoire de Flint. Donc c'est un jeune délinquant qui a perdu ses parents quand il était petit et qui n'a pas réussi à avancer à partir de là. Il n'a pas réussi à avancer dans la vie. Et très rapidement, un peu par hasard, il va rentrer dans le gang de 2 gangsters un peu barrés qui s'appellent Dino et Mario. Et il va prendre part à leur aventure, tout simplement. Et au fur et à mesure, comme ça, en prenant part à leur magouille, il va essayer de se replonger sur son passé et essayer de découvrir qui a fait ça à ses parents et voilà, et de mettre au clair toute cette histoire. Alors vous classeriez peut-être votre film dans un genre précis ou pas forcément? Alors non, justement, c'est un film qui est... Déjà, il est vraiment décomposé en 2 parties au niveau du traitement. Il y a toute une première partie qui est un peu plus décalée, un peu plus parodique, avec des influences un petit peu à la Tarantino. Et toute une autre partie vachement plus sérieuse, plus psychologique, presque psychédélique, avec cette fois plus des influences à la Fincher. Voilà. Donc 2 styles un peu différents, mais dans le même film. Alors Nathan, vous jouez quel rôle justement dans ce film et comment vous avez eu envie de participer à ce projet? Alors, tout d'abord, c'est en fin de terminale, donc du coup la classe de terminale. Parce que ce projet donc remonte à 3 ans. C'est ça, exactement. Donc je connais Yanis depuis quelques années maintenant. Et donc on était dans une option cinéma au lycée. Et donc on est parti là-dessus en fait déjà, donc c'était vraiment une bande de copains à la base. On est parti là-dessus, on savait pas que ça allait être un projet aussi long. Et donc moi, à la base, on pensait que ça allait prendre 2 mois. Et on a mis plus de 2 ans à le tourner et bientôt 3 pour le diffuser, quoi. Et votre rôle justement alors dans ce film? Alors donc moi je joue le rôle de Flint, donc le personnage principal du film. Donc voilà, le personnage qui va un petit peu se poser des questions sur lui-même tout au long du film et qui va vivre au jour le jour, pardon, et qui va donc intégrer le fameux gang un peu décalé de Dino et Mario. Et qui va chercher sans cesse la vérité, notamment sur la mort de ses parents. Parce qu'en fait, voilà, le fait que le personnage de Flynn, donc de Nathan, se replonge sur son passé, comme il a dit, c'est une vraie introspection, en fait. Il va se remettre en question. Et bon, ça, il le sait mieux que moi, mais c'est vraiment ça, voilà, qui était intéressant dans son personnage. Alors habituellement, on commence par un court-métrage. En général, quand on sort d'école, il y a tout de suite un long-métrage. Pourquoi justement avoir fait ce choix? C'était un vrai défi. Voilà. Avant d'être un film, c'était surtout un projet et surtout un défi, Pink Automatique. On avait envie de dire, au-delà de s'amuser entre potes, que c'était possible, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir des moyens, pas besoin d'avoir une équipe, parce qu'on n'avait pas d'équipe technique. C'était les acteurs qui cadraient, c'était eux qui prenaient le son, ou c'était moi quand je ne jouais pas dedans. Et on avait envie de dire que tout ça, c'était possible et que si on était motivé, puis si on avait envie de le faire, on pouvait le faire. Parce que des courts-métrages, il y en a qui se font tous les jours. Je pense qu'il y en a qui sortent en France tous les jours et qui vont à des tas de festivals. Mais je ne pense pas que des longs-métrages amateurs comme ça, il y en ait beaucoup. Et alors justement, un peu du financement participatif, il y a beaucoup de plateformes de financement comme Ulule, Hello Merci qui proposent justement de se faire financer. Vous n'avez pas eu envie justement de choisir ce format-là et peut-être de faire appel à eux?
Bah alors à l'époque déjà on était vraiment jeunes, enfin on l'est toujours, mais du coup je m'intéressais vraiment pas à tout ça quoi. J'avais un peu la tête dans le guidon, je voulais faire mon film juste avec mes potes, avec mon petit caméscope et mon petit enregistreur que je scotchais sur un manche à balai pour prendre le son. Ouais, mon enregistreur. Ouais, c'était le sien d'ailleurs, vu que les musiciens. Et on se prenait vraiment pas la tête avec des questions de matériel ni rien. Donc à vrai dire, j'y ai même pas pensé quand on s'est lancé dedans en terminale. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire, c'est vrai qu'on aurait pu avoir plus de moyens. Mais en même temps, voilà, ça aurait pas été le même film et le projet aurait été différent. Donc je suis content qu'on soit quand même passé par là. C'était votre première expérience, Nathan, en tant qu'acteur ? Ouais, totalement. Donc première expérience, j'ai été séduit quand Yanis m'a proposé d'être le personnage principal. Et je trouve que c'est une super expérience et tout le monde peut se lancer là-dedans. Tout le monde qui s'intéresse un peu au domaine artistique, je l'encourage vraiment. Et vous avez également réalisé donc, une grande partie de la bande sonore. Là aussi, vous avez travaillé tout seul dans votre coin. Comment ça s'est un peu passé ? Alors donc du coup pour tout ce qui est musique, donc c'est Yanis qui m'a un petit peu coaché là-dessus, qui m'a demandé qu'est-ce qu'il voulait. C'était surtout des sons un petit peu d'ambiance. Donc moi j'ai essayé avec mon style de musique. Musique assez rock'n'roll. Ouais. Voilà, musique assez portée sur le rock. De coller un petit peu au registre du film, un petit peu voilà, vieux Tarantino, un peu rock'n'roll. Donc pour faire tous ces sons d'ambiance, le moindre petit son sur un changement de scène. Donc voilà. Parce qu'il y a eu ça, et il y a eu aussi, ça c'était le plus gros travail bien sûr, mais il y a eu quelques musiques aussi vraiment à part entière qui ont été composées par Nathan. Voilà, et c'est vrai que c'était des musiques vraiment bien rock'n'roll qui collaient au film, un peu révolté quoi. Et voilà, je l'ai connu parce qu'il était dans le groupe de musique et j'allais à pas mal de ses concerts. Donc aujourd'hui, vous nous l'assurez, c'est possible de faire un film de 1h15 sans argent, mais combien de temps ça prend ? C'est ça la bonne question. Je pense qu'on peut tout faire sans argent. Après, le problème, c'est le temps. On a pris 2 ans à le faire parce que c'est vrai que voilà, c'est tous des amateurs, tous les acteurs, c'est juste mes potes en fait. Et même s'ils ont la meilleure volonté du monde, à un moment donné, ils font tous quelque chose à côté. Ils ont tous leurs études, ils ont tous leur passe-temps, leurs obligations. Et au début, on arrivait à se réunir à peu près tous les week-ends pour tourner. Et puis au fur et à mesure, vu qu'on a évolué dans le monde professionnel... Ça a mis combien de temps pour tourner le film en tout ? Voilà, on a mis 2 ans au total. 2 ans, mais 2 ans de tournage vraiment ou finalement non ? 2 ans de tournage, je dirais, une fois tous les 2-3 week-ends, quoi. Dès qu'on pouvait en fait. Et alors la finalité pour ce long métrage, ça va être c'est un projet pour commencer donc dans la carrière du cinéma. Pour vous deux, quels sont un peu les objectifs ? Alors déjà dans le premier temps, là on est surtout sur la promotion du film, on essaye de le projeter à droite à gauche et de le montrer au maximum de gens pour avoir leur retour. Parce que je pense que dans les milieux artistiques, ça sert à rien de faire un projet si on ne le montre pas aux autres, parce qu'il est fait pour être vu. Mais ensuite c'est vrai que moi en tant que réalisateur, j'ai déjà commencé à écrire un autre long métrage que j'aimerais cette fois produire avec un peu plus de moyens pour le projeter au cinéma. C'est un projet qui s'appellera Floréal. Vous êtes à la recherche également de producteurs pour peut-être pouvoir relancer ce film Ouais, pourquoi pas, ouais. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais si un producteur voulait le retourner d'une autre manière ou d'une manière un peu plus professionnelle, on pourrait en discuter. Donc vous allez le présenter aussi ailleurs, dans d'autres festivals. Après, c'est un long métrage, donc c'est plus compliqué que les courts métrages qui sont plus facilement diffusables dans des festivals qui leur sont dédiés. C'est ça. Alors, on va essayer de le faire participer à tout un tas de festivals, mais dans un deuxième temps. Là, pour le moment, on organise surtout des projections. Déjà, dans une semaine, on va le projeter à Montpellier. Jeudi qui vient, on va le projeter à Troyes, donc à Elancourt. Et voilà, pour l'instant, surtout les projections, les festivals, on verra après. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Je le rappelle, donc, le long métrage Pink Automatique est diffusé jeudi 11 février donc à l'école 3IS à 18h. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir le regarder. Si vous voulez découvrir le travail de Yanis Guillard, n'hésitez pas non plus à consulter son site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. C'est d'ailleurs un CD. Ah, merci, c'est très gentil. Et tout de suite, pour refermer ce journal, une page de sport. L'événement n'avait pas pu se dérouler en novembre 2015 à cause des attentats, mais les organisateurs ont tenu quand même à organiser la 14e Rando Castor. La course d'orientation s'est tenue à Bois d'Arcy. Ce week-end, 566 personnes s'étaient donné rendez-vous dimanche matin. Ils étaient courageux. Regardez ce reportage signé Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Dernières explications pour les novices, dernier préparatif avant le départ. Les participants se sont rassemblés au stade Jean Moulin de Bois d'Arcy. C'est vraiment pour le plaisir d'être dehors avec d'autres gens, de découvrir la course d'orientation.
Et mon objectif, peut-être essayer de terminer en 2h30. On essaie de leur apprendre la compétition, mais le plaisir avant tout, et de réussir à récupérer toutes les balises, de finir, de se faire plaisir et de s'amuser en même temps. Alors, elle est par où la balise? Normalement, elle est tout droit. Normalement, on doit aller tout droit pour avoir la 1. Et dès qu'il y a un chemin le deuxième chemin qui tourne, on le prend. Avec 5 circuits de 8 à 18 km et un 6e pour les plus jeunes, la 14e édition a rassemblé 566 participants, licenciés ou non. C'est vraiment une course pour la promotion de la discipline, puisqu'on a à peu près 70% de non-licenciés à la Fédération de course d'orientation. Donc ce sont des gens vraiment qui viennent découvrir ou pratiquer cette discipline sans forcément être licenciés. Sur le 18 km, Pierrick Page, le vainqueur, a terminé en 1h46. Les orienteurs se donnent déjà rendez-vous pour la prochaine au Castor en novembre 2016. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Je vous souhaite une excellente soirée.